Bon, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis très content d'être ici, en fait, ça fait un moment que je n'avais pas présenté. Mais aujourd'hui, on va vous présenter comment maximiser l'autonomie et la productivité de l'équipe de Data Science chez ManoMano avec une approche éco-responsable. On va se présenter un petit peu. Je m'appelle Pedro Lopez. Ok, vous avez vu passer Pedro Pablo Lopez Amaya, mais il n'y a que ma mère qui m'appelle comme ça. Je suis sûr que... Et je ne pense pas que ce soit ma mère, en fait. Mais bon. Même si derrière l'écran, je suis sûr qu'elle est en train de supporter. Je suis senior MLOps déjà 2 ans chez ManoMano et mon travail, en fait, en quelques mots, ça consiste à rendre la vie des data scientists plus facile et plus automatique, en fait. J'étais dans une ancienne vie aussi lead data scientist et software engineer. Je te la main. Oui, merci Pedro. Bonjour à tous, très heureux également d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Cédric Linard, je suis le product manager de l'équipe Data Platform chez ManoMano depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Notre rôle en tant qu'équipe Data Platform, c'est de mettre en place finalement les outils, l'infrastructure que les data scientists vont pouvoir utiliser et essayer de leur rendre ça le plus simple à utiliser. Sinon, ça fait un peu plus de 14 ans maintenant que je travaille dans la data, principalement autour des sujets de data ingénierie. Pour commencer, petite présentation de ManoMano, un petit sondage dans la salle. Il y a beaucoup de bricoleurs. Ok, est-ce que vous connaissez ManoMano? C'est bien. Donc ManoMano, c'est quoi? C'est une marketplace sur le vertical du bricolage du jardin et de la maison. On a un petit peu plus de 19 millions de références produits, notre catalogue, et on enregistre environ 50 millions de visites mensuelles. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc on est présent en Europe, et il faut savoir qu'on a également des entrepôts, notamment en France, en Espagne et en Italie. Et ManoMano, ce n'est pas que pour vous qui êtes dans le public, donc du B2C, c'est aussi du B2B. C'est-à-dire qu'on a une offre qui s'appelle ManoMano Pro à destination des professionnels. On a un projet d'entreprise chez ManoMano qui s'appelle Hands-on for Better Tomorrow, qui a pour but de vraiment nous rendre acteurs sur tout ce qui est enjeux environnementaux et sociétaux. Et dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est effectivement comment faire en sorte que notre développement soit le plus éco-responsable possible. Alors pour ça, à l'échelle de ManoMano, on a déjà eu plusieurs initiatives. La première, c'est Seconde Vie. Si vous allez sur le site, vous allez pouvoir retrouver finalement des produits qui sont des produits de seconde main ou des produits reconditionnés. On a un deuxième aspect qui est le score carbone, même chose. Quand vous allez voir les différents produits qu'on a sur le site, vous allez avoir un score qui en fait symbolise la consommation de carbone qu'il est nécessaire pour ce produit, à la fois pour le fabriquer, mais aussi pour le recycler. C'est vraiment l'entièreté de son cycle de vie. Et le but de ça, c'est vraiment essayer de sensibiliser finalement les acheteurs à acheter les produits qui sont les meilleurs pour la planète. Et enfin, le dernier point, c'est Mano Fulfillment. Donc ça, c'est un service qu'on offre finalement à nos vendeurs, où le but, ça va être de leur proposer de gérer les stocks et les envois directement dans nos entrepôts. Et ça a également une vertu vis-à-vis de l'émission de carbone que l'on peut avoir sur ces envois. C'est ce qui va nous permettre finalement de les regrouper et donc du coup de limiter les camions et les cartons. Ces enjeux, on les retrouve bien évidemment au sein du département plateforme et sécurité auquel on appartient, donc avec ce côté efficience énergétique et économique, mais bien évidemment, on a aussi une responsabilité sur tout ce qui est risque IT, donc tout ce qui est sécurité, ce qui est au niveau de la plateforme, d'avoir une plateforme qui soit scalable et résiliente, c'est quand même nos grands enjeux. Et dernier point, on n'oublie pas nos utilisateurs internes, donc dans ce cas-ci les data scientists, puisque le but du jeu c'est essayer de les rendre les plus autonomes possibles dans leur accès à l'infrastructure, tout simplement parce que s'ils sont le plus autonomes possible, ils seront le plus productifs possible. Pedro, est-ce que tu peux nous parler un peu de la data science chez ManoMano? Ouais, merci. On a parlé de ManoMano. On n'a pas encore parlé des data scientists. Aujourd'hui, en fait, ils se concentrent sur 3 périmètres. Le premier, ça va être le catalogue, où l'idée, en fait, tout simplement, ça va être d'avoir le meilleur catalogue possible. Comment on le rendra plus propre et plus complet. Ils vont se focaliser aussi pour le rendre plus concurrentiel grâce à l'optimisation des offres et des prix qui sont dedans. Le deuxième périmètre, ça va être tout simplement le parcours utilisateur, où on va essayer de vendre à l'utilisateur le meilleur parcours possible, la meilleure expérience possible.
Comment? Déjà par la recherche active, c'est-à-dire quand vous allez chercher un produit, de trouver le meilleur produit qui vous correspond. Après, on va voir aussi la recherche proactive, qui va être donc la recommandation et le cross-selling. Pour les gens qui ne connaissent pas, et je pense que la plupart connaissent, en fait, ça va être je cherche un produit, on va recommander un produit qui peut être similaire ou qui peut être utile. Le troisième périmètre, ça va être l'efficacité opérationnelle. Sur celui-ci, en fait, on va vouloir vendre une promesse de livraison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit qu'on va livrer en 48 heures, c'est vraiment 48 heures et pas plus. Et ça, c'est extrêmement important pour nos professionnels, en fait. Derrière tout ça, il y a plein de data scientists, bien sûr. Petit sondage, vite fait. Il y a combien de data scientists ici? Ok, il y a quand même la moitié, quoi. Il faut savoir que depuis 2022, les effectifs, ils ont évolué, et pareil, les projets, en fait, ils ont évolué de 3. Ça, c'est pas sans conséquence. La pression sur l'infrastructure, vous allez la voir, ça venait avec. Vous allez m'excuser, mais je vais réduire votre travail à 2 étapes. Ne me voulez pas trop, surtout parce qu'il y a mes chefs derrière. La première étape, ça va être l'expérimentation, qui va consister tout simplement à prendre la donnée, construire des modèles qui vont être pertinents à certains use cases et de manière itérative trouver le meilleur modèle. La deuxième grosse étape, ça va être la production, où on va mettre en production du coup ce modèle-là pour faire tourner, pour entraîner, en fait, pour prédire en fonction de la use case. Et c'est sur ces 2 étapes-là que notre présentation va se concentrer, en fait. Derrière tout ça, donc, il y a l'infrastructure. Et il faut savoir qu'en 2022, même si en fait il n'avait pas la partie de Snowflake qui était assez robuste, assez flexible, assez scalable, il avait notre infrastructure pour l'expérimentation et la production qui n'était pas forcément à la hauteur. C'est-à-dire qu'on avait 2 grosses machines en production sur le cloud en fait, et 2 grosses machines en premise en expérimentation qui tournaient H24, et ça, c'était pas très optimal pour la planète. Ils n'étaient pas aussi à la hauteur, on n'était pas forcément satisfait de nos standards, du coup CI/CD, infrastructure as a code et la visibilité. Et surtout, en fait, les data scientists se marchaient dessus. C'est-à-dire que vous avez déjà pu expérimenter, on lance une expérience, quelqu'un d'autre était déjà dedans, il prenait trop de ressources, en fait, tant pis pour lui, son job, il va juste cracher. Et ça, c'est pas très sympa pour les data scientists, en tout cas. On a décidé donc d'agir et de migrer vers le cloud. Pourquoi, en fait? Parce qu'il va y avoir déjà des machines à la demande. Ça nous évite quoi déjà? C'est de ne pas avoir à installer des choses assez précises, d'avoir des machines qui vont être un peu plus flexibles. Quand on a besoin d'une certaine machine, on va juste la demander, du coup, plus d'infrastructure à sa code. Ça va être, du coup, assez satisfaisant pour nos différents use cases. La deuxième grosse raison, c'est la scalabilité. Pourquoi? On vous a parlé de la concurrence, mais si on a besoin de plus de ressources, en fait, on va juste agrandir. Si on a besoin de moins de ressources, on va juste diminuer l'instance. Et ça, c'est très bien pour nous. Quelque chose qu'on a fait qui était vraiment précis à la production, c'est la containerisation. Ceci nous a permis de gagner beaucoup en flexibilité, en fait. Pourquoi? Parce que maintenant, on va pouvoir tourner notre travail sur une machine ou sur une autre, indépendamment de où on se trouve. Et ça, c'est excellent, en fait. Autre chose qui va être très important dans la containerisation, ça va être de partir de zéro. Pour la sécurité, en fait, le fait de repartir de zéro, de ne pas stocker des choses précisément sur la machine, en fait, c'est quelque chose qui est très bien pour nous. Et dernière chose, en fait, c'est la flexibilité, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, pardon, mais de pouvoir tourner un peu où on veut. Un élément critique et très important, c'est la visibilité. Pourquoi? En fait, c'est parce que si on ne sait pas qui est en train de tourner où et comment, on ne peut pas savoir comment optimiser, comment améliorer notre infrastructure, et du coup, on a beaucoup misé dessus, en fait. Après plusieurs temps d'analyse, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas rester là, qu'on voulait en gros optimiser, mais surtout optimiser pour l'impact carbone. Comment? Avec les analyses, on s'est rendu compte qu'on pouvait redimensionner, c'est-à-dire utiliser des machines de dernière génération, des machines qui vont avoir un couple efficacité et prix en fait qui va être assez intéressant, mais surtout en fait pour la consommation énergétique, quelque chose, on a essayé de choisir les machines qui étaient assez précises pour les différents travaux qu'on avait. Autre impact important qu'on a eu, c'est de la réutilisation.
je ne sais pas si vous connaissez les machines Spot en fait, d'AWS, mais je vais vous expliquer par la suite. On a décidé d'utiliser au plus possible ces machines. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des machines qui vont être déjà allumées. On n'a pas besoin de popper une nouvelle machine pour faire lancer notre travail. On va venir juste se greffer dessus en fait, sur cette machine et du coup bénéficier de la puissance énergétique qui existe déjà sans besoin de consommer plus à chaque fois en fait, en lançant un nouveau job. Le downside de ça, en fait, c'est que ça va être interrompu. Du coup, pour les jobs qui sont plus critiques, on va juste utiliser des machines toujours à la demande. Mais quelque chose qu'on a décidé de mettre en place, ça va être le spot progressif. C'est-à-dire qu'une fois que la machine, on a un job qui tourne et la machine décide d'être interrompue, en fait, on va décider de prendre ce job et le mettre dans une machine on demand pour pouvoir finir et ne pas retomber sur ce cycle-là. Quelque chose qui est propre à l'expérimentation, en fait, c'est l'autostop. Vous savez, et vous pouvez imaginer, l'erreur est humaine, en fait. Les data scientists, ils peuvent oublier d'éteindre les machines, ça arrive, en fait. Ou ils ne vont pas se lever à 3 heures du matin en rentrant de faire la fête ou quelque chose comme ça, en fait. Je vise personne d'ici, bien sûr, mais ils ne vont pas arriver à 3 heures du matin, éteindre leur machine, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Du coup, on a décidé de mettre en place l'autostop, du coup, des scripts automatiques qui permettent de voir en fonction de l'utilisation, éteindre la machine. Et du coup, tous ces éléments-là, ils ont déjà eu un bon impact sur notre environnement. Autre chose, un choix qui était vraiment purement carbone, on a décidé de migrer de région. On était dans la région d'Irlande, on a essayé de passer à Paris. Pourquoi? Déjà parce que l'énergie est plus verte. Et même si sur papier, en fait, ça coûtait 6% plus cher, 6% plus cher pour une entreprise, c'est quand même beaucoup. On a décidé de faire le pas et de migrer toute notre infrastructure et tous nos services qui étaient en expérimentation, en production, vers la région de Paris. Du coup, premier bilan, vous avez vu, on a fait plein d'optimisations sur l'escalabilité, sur la résilience, sur la sécurité, sur la recevabilité. Et c'est grâce à ça, en fait, que même si, je vous ai dit, en fait, il y a eu une augmentation d'effectifs et de projets, et que même si sur papier, en fait, ça allait coûter 6% plus cher, on a quand même pu économiser 30% de notre consommation en argent, mais aussi consommation en impact carbone. Ce qui est déjà quelque chose qui est très satisfaisant pour nous, pour une première étape. En plus de ça, la migration d'Irlande à Paris, en fait, c'était un gros bénéfice parce que ça nous a permis d'économiser en carbone 67%, et on est très fiers de ça pour une première étape. Je te laisse la main, Cédric, pour la suite. Merci Pedro. Je vais devoir faire vite parce que tu fais des blagues, mais maintenant on est en retard. Alors, merci pour ce premier bilan. À l'issue de celui-ci, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux, notamment sur la partie expérimentation, parce que finalement, l'histoire du manque de ressources, des data scientists qui se marchent dessus, et tant pis pour lui, on l'avait toujours, un petit peu dans le cloud, avec cette fois-ci la flexibilité que quand ça arrivait, on pouvait au moins augmenter la taille de la machine ou en faire pop des nouvelles. Mais je pense que vous connaissez tous ce cycle, c'est que les projets évoluent, la data évolue, et puis quelques temps après, finalement, on a de nouveau des problèmes de concurrence sur nos machines, et il y a de nouveau plus assez de ressources, et donc qu'est-ce qu'on fait? On réaugmente la taille de la machine, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas très bon pour le portefeuille, et c'est pas très bon pour la planète. Donc au-delà de ces problématiques-là, il y a d'autres points sur lesquels on n'était pas très satisfait. Notamment, Pedro a indiqué ce qui est très important, c'est la visibilité, c'est l'observabilité pour pouvoir prendre des actions. Et avec, sur cette phase d'expérimentation, une forte mutualisation finalement de l'utilisation des machines en fonction des projets, c'était très difficile de savoir, tiens, c'est tel projet qui coûte cher, c'est tel projet qui va consommer trop, et ainsi de suite. Et donc la première chose, c'est ça qu'on voulait améliorer, c'est avoir au moins cette visibilité au projet. Et ce manque de flexibilité sur l'observabilité, on le retrouvait également sur la mise à disposition de l'infrastructure. Et c'est devenu de plus en plus critique, notamment lorsqu'on a commencé à avoir de plus en plus de modèles de deep learning, donc des modèles qui ont besoin de GPU, donc des machines qui coûtent de plus en plus cher, et donc le fait d'être sûr qu'on mettait la bonne infrastructure en face du bon projet. Et le dernier point, c'est en fait, comme l'a expliqué Pedro, sur toute la partie production, on était allé sur un mode plutôt vers la conteneurisation, ce qui n'était pas le cas avec nos instances SageMaker Notebook. Et donc finalement, on n'avait pas une très bonne reproductibilité entre l'exécution du code au sein de ces instances et l'exécution de ce code en production. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, les librairies étaient installées à la main sur l'instance SageMaker Notebook.
Et donc potentiellement, le code qui fonctionnait dessus en production, il pouvait ne pas fonctionner parce que ce n'était pas la bonne version de lib, ou encore parce que potentiellement les accès n'étaient pas les mêmes. Donc des problématiques, donc du coup de l'insatisfaction aussi pour nos data scientists. Chez ManoMano, vous en doutez, on n'a pas qu'une infrastructure pour la data, on a une infrastructure aussi pour tout le site, et ça faisait déjà quelques temps qu'on avait mis en place l'ensemble de ces infrastructures sur Kubernetes. Donc Kubernetes, pour faire très très court, c'est en gros des clusters qui vous permettent de gérer les containers que vous allez faire tourner dessus. Et donc c'était assez naturel, comme on avait déjà fait ce mouvement vers les containers en allant vers AWS Batch, finalement de transférer l'ensemble de ces workloads sur Kubernetes. Les avantages qu'on a eu à faire ça, c'est qu'on avait beaucoup investi déjà sur Kubernetes, surtout, encore une fois, sur tout ce qui était observabilité. Donc du coup, deuxième gain, en tout cas pour la partie data. Et l'autre aspect, c'est qu'on a aussi beaucoup investi sur nos clusters Kubernetes pour faire en sorte que la taille du cluster soit très adaptée à la charge qui est en train de tourner dessus. Et donc, de la même manière, très intéressant pour nous de pouvoir bénéficier de ça sur la partie data. Mais on s'est dit, est-ce que finalement, dans la phase d'expérimentation, on ne pourrait pas également utiliser Kubernetes? Et pour ça, ce que l'on a fait, c'est qu'on a utilisé deux outils. Un premier outil, que les deux ont été packagés au sein d'un template projet pour faciliter l'adoption de la part de nos data scientists, pour éviter trop de configuration, ce genre de choses. Et le premier outil, c'est DaySpace. Et DaySpace va être un outil qui va être là pour vraiment le côté code interactif. Donc en gros, vous êtes data scientist, vous commencez à développer sur votre machine, très bien, et puis d'un seul coup, pas de chance, pas assez de mémoire, pas assez de CPU, pas de GPU, comment je fais? Et DaySpace va être là pour vous permettre finalement de lancer un container dans le cloud, donc un pod, de mettre en place une synchronisation bidirectionnelle de vos fichiers entre votre machine locale et le container et d'attacher votre IDE local sur ce container. Donc en gros, très rapidement, vous passez d'une expérience de développement locale à une expérience de développement dans le cloud, avec l'accès à toutes les ressources en question. Et ça, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, en termes de privilèges d'accès, en termes de sécurité, etc., à partir du moment où le code s'exécute dans le cloud, vous vous retrouvez dans un environnement qui est très proche de la production. Donc du coup, toute cette problématique de « tiens, je détecte quelque chose en prod », c'est fini. Vous le détectez dès ce moment-là. Le deuxième impact que ça a eu, qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'en fait, ça a réconcilié nos data scientists avec leurs machines. Parce qu'auparavant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient directement sur la partie notebook, parce que le fait de monter leur environnement, etc., ça leur prenait du temps. Ils n'avaient pas envie de faire la même chose en local pour qu'au final, ils se retrouvent coincés. Et ça veut dire aussi autant de run au niveau du cloud en moins. Donc, très intéressant. Et le dernier point, c'est que finalement, dès qu'ils avaient fini de développer dans le cloud, la machine est libérée, et donc les ressources sont libérées. Donc, on ne consomme plus de carbone. Le deuxième outil qu'on a mis en place, c'est un SDK qui répond à peu près de la même manière, mais cette fois-ci pour des jobs qui sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'une fois que l'expérimentation est prête, on veut lancer ça sur plusieurs datasets, avec potentiellement en parallèle, avec différents types de paramètres. Et comme a dit Pedro, se lever à 3 heures du matin pour éteindre la machine, ce n'est pas l'idéal. Et là, l'avantage, c'est que dès que l'expérimentation elle est terminée, donc elle s'exécute dans le cloud, et dès qu'elle est terminée, la ressource est libérée. Donc du coup, exactement le même type de bénéfice. Par rapport à ce mouvement de la partie expérimentation vers le cloud, il faut vraiment que je me dépêche, on a enregistré plusieurs bénéfices. Le premier, c'est tout le côté infrastructure mutualisée qu'on a évoqué. Donc infrastructure qui s'adapte en fonction de la charge, etc. Je ne reviens pas dessus. Deuxième bénéfice, finalement de l'infrastructure à la demande, donc en self-serve, mais qui surtout, comme on l'a dit, s'éteint quand on n'en a plus le besoin. Le troisième point, c'est que, comme je l'ai dit, maintenant on a une très bonne reproductibilité entre l'expérience en développement et l'expérience en production. L'air de rien, ça, c'est autant de pipelines de CI/CD qui tournent en moins, autant de tests en moins qui sont exécutés, au moins autant d'allers-retours en moins. Et aujourd'hui, nos data scientists, ils estiment à entre 1 et 2 allers-retours avec la production par rapport à ce qu'ils testent en développement. Quatrième point, la visibilité, je ne reviens pas dessus, fondamental pour prendre des actions. L'autre point, c'est la stabilité. On a résolu nos problèmes de concurrence, donc plus d'expérimentation qui s'arrête en cours de route, plus de nécessité de les relancer, donc autant de run également en moins et autant de CO2 en moins. Et l'air de rien, l'ensemble de tout ça, ça nous a permis de diviser par 10
nos coûts d'infrastructure sur cette phase d'expérimentation. Et comme l'a expliqué Pedro, 1 euro que vous dépensez dans le cloud, c'est autant de CO2 en moins. Donc très intéressant également pour la planète. On ne peut pas mener ce genre de projet, de changement de méthode de travail, etc., de migration, sans avoir une bonne adhésion de la part de nos utilisateurs, donc dans ce cas ici, les data scientists. Et en fait, il se trouve qu'ils y ont vraiment trouvé leur compte. Pourquoi ? Parce que on a résolu les problèmes de concurrence sur les ressources et on a rendu leur développement beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple, beaucoup plus à la demande. Et en plus, on les a responsabilisés sur toutes ces questions de consommation avec l'observabilité. C'est-à-dire que maintenant, ils regardent effectivement et ils essayent de faire de mieux en mieux. Pour conclure, on est assez satisfait de ce que l'on a mis en place parce que finalement, on a coché tous les objectifs qu'on s'était fixés. On a une plateforme qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus performante, consomme moins d'électricité, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus scalable. Et également, elle est beaucoup plus pratique et beaucoup plus adaptée. Pratique par toute la fluidité qu'on a apportée aux data scientists et adaptée parce qu'en fait, on a un excellent score de satisfaction de leur part qui est de 9 sur 10. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont très heureux d'utiliser les outils qu'on leur a mis à disposition. Pour autant, on a encore des pistes d'amélioration. La première, c'est l'utilisation de machines de type ARM. Donc, c'est des machines qui ont un ratio puissance-consommation qui est meilleur que des machines de type, par exemple, AMD64. Et l'autre point, c'est qu'on voudrait également pousser encore plus loin l'utilisation du checkpointing. Vous savez, c'est ce mécanisme qui vous permet d'enregistrer où vous en êtes dans votre travail pour pouvoir le reprendre. Et le fait d'aller plus loin sur cette étape-là, ça nous permettra d'être beaucoup plus agressif sur la partie, ce qu'on appelle le rescheduling, c'est-à-dire le fait d'arrêter un traitement qui tourne sur une machine pour pouvoir l'emmener sur une autre machine. Et ça, c'est intéressant parce que potentiellement, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver, si la machine est sous-exploitée ou si on trouve une machine qui est plus adaptée par rapport au traitement, on va pouvoir le faire de manière beaucoup plus dynamique. Merci beaucoup pour votre attention et on peut passer aux questions-réponses. Merci, vous avez parfaitement tenu le timing et ça nous laisse du temps pour les questions. Et il y en a déjà une ici. Bonjour, merci pour votre présentation qui était très claire. Moi j'ai une petite question concernant la migration de AWS Irlande vers Paris. Donc, je comprends le choix écologique, mais par contre, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre en nouvelles features au niveau du coup techno, et notamment sur tout l'écosystème SageMaker qui bouge énormément et très vite? Souvent, les nouvelles features sur AWS, elles mettent carrément 6 mois, 1 an avant d'arriver sur Paris. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre cette partie-là du coup? Et est-ce que vous l'avez analysé? Alors, déjà, première chose, avec les mouvements qu'on a faits et le fait d'intensifier finalement notre infrastructure sur Kubernetes, finalement, aujourd'hui, on n'utilise plus SageMaker. Déjà, c'est une première chose. Donc, on s'est un peu écarté de ce chemin-là. Ensuite, aujourd'hui, malgré tout, on a toujours la possibilité de pouvoir faire tourner des workloads, si on le souhaite, sur la région Irlande, en cas de besoin. Et d'ailleurs, on ne se limite pas aujourd'hui à de l'infrastructure sur AWS. On s'autorise potentiellement d'aller regarder chez d'autres cloud providers. Donc le risque existe, mais aujourd'hui, on a des moyens finalement de le mitiguer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était super. Vous avez parlé du fait que grâce à votre système, vous rapprochiez la partie expérimentation de la partie production, donc il y avait moins de friction. Vous avez essentiellement évoqué la partie infra, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez mis aussi en place des éléments autour de la qualité de code, de la reproductibilité, des choses comme ce qui n'est pas forcément très très développé au sein de la data science? Oui, merci. Du coup, en effet, la qualité de code est très importante. Il faut savoir que chaque fois qu'ils veulent déployer quelque chose, quoi que ce soit en expérimentation, en production, en fait, il va y avoir des images qui vont être construites.
Et ces images vont passer aussi par la CI/CD. Dans la CI/CD, du coup, on va avoir plusieurs linting de formatting et de plusieurs tests, en fait, de savoir si la qualité de code est satisfaisante et s'il n'est pas satisfaisante ou s'il ne remplit pas certains critères. Ben, en fait, on va juste avoir des erreurs dans la CI/CD qui ne va pas permettre de tourner l'image. Ok, ça peut être un peu painful, mais ça garantit au moins que le code qui va être en production, en staging ou en expérimentation soit assez ISO, en fait, et on se garantit moins d'aller-retour et moins d'impact du coup aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez bien. Bonjour, merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, vous entraînez des modèles de recommandation d'items à l'aide de ces machines? Oui, c'est ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un énorme paradoxe parce que vous êtes en train d'optimiser une infra pour réduire votre empreinte carbone, pour faire tourner des modèles qui poussent à la consommation? Je vais répondre. Alors, en fait, ce qui est important, c'est de proposer, je pense, le bon produit aux personnes. Et effectivement, on va leur proposer potentiellement des outils et d'autres types dans notre catalogue de produits, comme on l'a indiqué. Mais comme on l'a indiqué aussi, par exemple, on a effectivement le score carbone. Et la recommandation, elle peut être aussi utilisée pour ça, pour mettre en avant des produits qui ont finalement une empreinte sur la planète qui est moindre. Donc, on peut voir ça comme pousser à la consommation, mais on peut voir ça aussi sur comment consommer mieux. Merci. Merci. Et une autre question? Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de l'optimisation de la plateforme, un peu moins des terminaux. Est-ce que votre démarche va aussi se pencher sur l'optimisation de votre flotte de terminaux? Alors, tu veux répondre maintenant? Pardon. Non, actuellement, on ne s'est pas penché sur cette partie-là, en toute honnêteté. Tout simplement aussi, peut-être parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes équipes qui s'en chargent. Mais oui, la réflexion, je la trouve intéressante. Et ça sera peut-être partie de nos étapes à venir. Merci. Alors, je fais le tour. Bonjour, merci. Je me demandais aussi, est-ce qu'il y a une réflexion au moment de choisir le modèle, par exemple si vous faites du transfer learning, de choisir un modèle peut-être plus petit avec un peu moins de performance, mais si les performances sont suffisamment bonnes, voilà. Oui, c'est un très bon point en fait. Aujourd'hui, en fait, il faut faire un compromis aussi entre qu'est-ce que les gens attendent et quand on va le mettre en place et combien de temps tu as pour expérimenter en fait. Les petits modèles, on essaye de tendre vers ça en fait au plus possible justement parce que en fait, ça peut remplir le critère, mais des fois, c'est des étapes qui sont assez itératives et ça peut prendre du temps. Mais pour te répondre à ta question, oui, en fait, on essaye d'aller au plus possible. Mais des fois, s'il faut avancer vite, en fait, on commence par quelque chose qui marche bien et après, justement, on essaie d'optimiser par la suite. C'est là où l'observabilité prend tout son sens, en fait. C'est pour ça qu'on voulait absolument capitaliser dessus, pour donner cette visibilité aux data scientists, parce que là, c'est plus leur métier, et qu'ils puissent être sensibilisés à ça. Merci beaucoup. On a une dernière question, parce qu'il vous faudra éventuellement après le temps de changer d'amphi. Donc la dernière question. Merci pour la présentation. Moi, je m'interroge, il y a eu un chiffre sur les émissions de CO2. Qu'est-ce qui a été mesuré et comment, du coup? Alors, en fait, aujourd'hui, pour mesurer les émissions de CO2, en fait, on s'appuie sur, c'est de l'approximation,
Mais alors, je ne sais pas exactement de quel organisme viennent les chiffres. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais ce que je sais, c'est qu'on a la capacité pour chacun des cloud providers de faire cette association entre les kilowattheures que l'on consomme, la consommation de CO2 que ça représente, et lorsqu'on dépense 1 euro chez un cloud provider, combien de kilowattheures ça représente. Et donc, du coup, cette approximation s'est appuyée là-dessus. Donc c'est comme ça qu'on a mesuré finalement les économies de carbone que l'on a pu effectuer. Merci beaucoup. Donc merci pour la présentation, merci pour les questions.